Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'heure du bilan après la mobilisation des cheminots et des fonctionnaires. Et le test est réussi pour le Républicain lorrain. Paris gagné pour Presse Océan. Petite litote pour La Voix du Nord qui titre « La région n'a pas raté son premier rendez-vous social de l'année ». À Lens, Nord-Éclair y voit même la plus grosse mobilisation depuis 2012. C'est le premier avertissement pour Macron d'après Sud-Ouest, Le Dauphiné et Nice Matin. Bref, et si ça prenait, se demande la Provence, parce qu'il s'est passé quelque chose hier, résume Maurice Bontinck dans La Charente Libre. La mèche d'un feu qui se consumait déjà a été allumée. C'est pas très clair, mais on voit bien l'idée derrière tout ça. Idée que ne partage pas le Parisien qui affirme « ça ne prend pas », tout comme le Figaro qui juge que la mobilisation est un demi-échec. Le succès n'a pas été au rendez-vous, écrit Yves Tréhard. Les manifestants n'ont pas fait le plein. La convergence des luttes ne prend pas. Bref, le gouvernement ne doit en aucun cas plier devant les syndicats. Ne pas céder, oui, mais jusqu'où peut-on foncer et en même temps écouter, demande Cécile Cornudet dans Les Échos, parce qu'à vrai dire, c'est ce dont doutent les proches d'Emmanuel Macron. Il l'alerte, écrit-elle, sur le risque de bulle. L'esprit d'écoute qui prévalait pendant la campagne présidentielle a disparu et il est urgent de tenter de renouer avec la marque de fabrique d'En Marche. L'échange, sinon quoi ? Sinon, d'après Les Échos, le président bulldozer risque de se muer en président déconnecté. D'un président à l'autre, la presse décrypte la contre-attaque de Nicolas Sarkozy. Oui, contre-attaque, c'est l'expression employée notamment par Le Progrès, mais aussi Le Figaro, qui retranscrit presque intégralement son interview sur TF1. De son côté, Le Parisien nous détaille les coulisses officielles d'un mis en examen remonté comme un coucou. Il a passé sa journée à préparer la contre-attaque, écrit encore Olivier Beaumont, une riposte amorcée dès l'aube en rendant public via le site du Figaro la déclaration qu'il avait faite devant les magistrats, puis qu'il a affinée chez lui. Sur TF1, il a repris ses vieux réflexes d'avocat avant enfin de terminer la soirée avec les siens dans son restaurant italien préféré après 3 jours d'épreuve. Alors il y a les retranscriptions d'interviews, il y a les récits autour de son état d'esprit et puis vous trouverez aussi ce matin beaucoup d'exercices de vérification. Le Huffington Post par exemple passe 6 arguments de sa défense à l'épreuve des faits. Il n'y aurait pas de preuves matérielles. En fait, si, la justice, explique Geoffroy Clavel, dispose de nombreux documents, de témoignages et surtout de nouveaux indices depuis quelques semaines. Autre argument, le document publié par Mediapart attestant du versement de 50 millions d'euros serait faux. Eh bien, d'après la justice, il est authentique puisque Mediapart, poursuivi pour faux et usage, a remporté son procès en première instance et en appel. Enfin, la justice aurait déjà exclu tout financement illégal de la campagne de 2007. Pour l'affaire Bettencourt, oui, rappelle le journaliste, mais pas encore pour le dossier libyen. Des vérifications à retrouver donc sur le site du Huffington Post, sachant qu'il y en a d'autres encore sur Mediapart, sur lemonde.fr, sur le site de l'Obs et dans Libération. Et puis grosse fatigue pour Hebdo qui publie aujourd'hui son dernier numéro. 2 mois après le lancement, nous sommes face à une équation très difficile, écrivent Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry dans leur édito visiblement rédigé avant la décision d'arrêter, puisque ce sont les autres qui vous l'annoncent. Hebdo dépose le bilan, résume BuzzFeed. Pire, nous dit Le Figaro, les autres titres du groupe sont en péril. L'éditeur Rollin Publications cherche un repreneur pour son autre titre phare, la revue 21, qui, elle, est pourtant rentable. Alors, la faute à l'enquête sur l'affaire Nicolas Hulot, oui, mais pas seulement. La première alerte est venue des lecteurs de 21, reconnaît lui-même Laurent Beccaria. Ils ont été déçus quand ils ont reçu le premier numéro d'Hebdo, pas assez haut de gamme. Et puis, beaucoup de salariés, ajoute Libération, en veulent aux 2 fondateurs de les avoir embarqués dans une coûteuse aventure sans avoir assuré son financement. Effectivement, les millions promis ne sont jamais arrivés. Mais au-delà d'Hebdo, il faut bien le dire, c'est une grosse partie de la presse qui est fatiguée. On ne compte plus les tentatives de relance de titres, de Glamour qui vient d'inaugurer sa nouvelle formule, à Marianne qui fait peau neuve, pas un ravalement de façade, lance Renaud Dely dans son édito, mais un remaniement en profondeur. Les citoyens doutent de l'intégrité des journalistes, les lecteurs se détournent, les responsables politiques affichent leur mépris. Bref, le journalisme connaît une grave crise de légitimité et même une crise existentielle. Ainsi, dit-il, Marianne sera plus claire, plus engagée, plus proche de vos attentes. Alors me direz-vous, qu'y a-t-il en couverture de Marianne ? Eh bien, on trouve Emmanuel Macron grimé à coups de Photoshop en Louis XIV, perruque et bâton de maréchal à la main. La tentation de la toute-puissance, engagée et plus claire. C'est pas Louis XV, non, non, c'est Louis XIV. Il me semble que c'est quand même Louis XIV. Il me semble.
avez raison, mais je pense. pense que c'est Louis XIV. En tout cas, engagé et plus clair, c'est sûr. Proche de vos attentes, l'avenir le dira. Enfin, cette question, pourquoi sommes-nous si fatigués? Interrogation en une de l'hebdomadaire Le 1 qui prend prétexte du changement d'heure ce week-end pour questionner ce mal qui, au sortir de l'hiver, toucherait tous les Français. Et c'est bien plus grave que ce que vous croyez. D'après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'heure d'été induirait des troubles du sommeil et de la vigilance, des dépressions, des suicides, des infarctus. Il faudrait donc en finir avec ce décalage horaire bisannuel. Pour le reste, Patrick Lemoine, docteur en neurosciences, l'affirme. La fatigue est un mal de notre époque, en tout cas la chronofatigue, dit-il au 1, c'est-à-dire le décalage entre nos rythmes de vie et celui de notre organisme. Que faire, me direz-vous? Eh bien, il vaut mieux se coucher tôt et se lever tôt, ce que nous on fait tout de même pas mal, donc on est bien parti. Il vaut mieux faire ça que l'inverse, parce qu'à chaque fois qu'on se couche après 23h, dit-il, on crée la panique dans notre organisme. Voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La science vous le confirme. Sinon, il y a aussi cette belle fulgurance d'Alphonse Allais, publiée également dans le 1. La fatigue sera vaincue quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos. Pas sûr que ça soit absolument garanti, mais enfin sur ce, bon week-end à tous. Merci à vous Marion Lagardère et bon week-end. Europe 1.